Pardon. On va donc terminer la soirée avec la rubrique de Vivien, la rubrique Aller au café. Donc Vivien Boibanga, donc il va s'exprimer, qui va ouvrir le dossier, il va régler quelques comptes, on va dire ça comme ça. J'ai hâte de l'écouter. Alors, asseyez-vous confortablement, on va écouter. Vivien, tu es prêt, Vivien? Je te lance le jingle. Allez, on c'est parti. Allez, jingle, allez au café, c'est parti pour la rubrique de Vivien. Vous êtes bien sur Radio Hors Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez, c'est parti donc pour la rubrique Aller au café de Vivien Boibanga qui va donc ouvrir le dossier bleu, on va dire ça comme ça. Allez, à toi la passe à l'intérieur, Vivien. Donc je prends la passe avec plaisir et donc à l'occasion de ces jeux, donc on est obligé de faire un gros bilan sur l'état du basket français parce que voilà, on a tous vu ce France-Espagne et clairement on n'a pas du tout existé. On prend au final 25 points et notre bilan des jeux finalement je trouve qu'il est assez représentatif de l'état de notre basket français. Alors sur notre bilan des jeux, clairement on fait une phase de poule très moyenne. C'est-à-dire tu bats le Venezuela et la Chine, deux équipes abordables, puis contre Australie tu prends une leçon de basket au premier match, puis les États-Unis ils te battent en marchant, donc ça compte pas vraiment. Donc le seul match en jeu finalement depuis 2 mois on en prend 25. Donc ce qu'on a vu au travers de cette défaite, c'est que voilà, l'équipe elle était en fin de cycle mais on a surtout vu que l'équipe était totalement impuissante, que ce soit au travers du coach Vincent Collet, que ce soit beaucoup de joueurs qui étaient en fin de cycle. On a Parker, Flo Pietrus et Mike Gelabal qui arrêtent, mais on va encore se coltiner certains comme Boris Dio qui sont clairement plus très en forme, et donc ça risque d'être très compliqué. Alors on va finir la partie bilan avant vraiment d'attaquer ce qu'il faut améliorer dans ce basket français. Donc on va faire un petit bilan de cette génération Parker. Donc cette génération Parker, elle est là à peu près depuis 16 ans. Alors c'est très bien. Ça a été la première génération à amener un titre au basket français, donc l'Euro 2013. Ils ont aussi amené quelques médailles, 3 médailles de bronze, 1 médaille d'argent à l'Euro 2011. Donc ça c'est positif, mais on peut dire que autant cette génération a été peut-être une génération qui a vraiment eu cette culture de la gagne, mais on peut dire que dans la structure du basket français, on n'a pas encore passé un vrai cap. Et on est encore, pour moi, ce que j'appelle un basket français qui n'est pas constant dans ses résultats, qui fait plus des coups, mais qui en général se crache beaucoup dans les grands rendez-vous. Et depuis 16 ans, on est beaucoup plus dans des déceptions que dans des bons résultats. Et si on analyse même toutes les fois où on est reparti avec des médailles de championnat d'Europe ou la Coupe du Monde, on était souvent dans des équipes de France imprévisibles qui ont sorti un grand match au moment où on s'y attendait pas. Donc finalement, c'est une génération qui aura apporté des résultats, mais qui est quand même, c'est plus un basket français de coupe qui fait des coups qu'un basket qui domine vraiment son sujet. On n'a pas du tout... on arrive finalement fin 2016, on est un petit peu comme à la fin de l'année 2000. Au moment où cette équipe est arrivée, c'est qu'on n'a pas de maîtrise dans les grandes compétitions et on est toujours comme ça, un petit peu à espérer un miracle. D'où mon analyse un petit peu folklorique dans la Loop Express, mais on est toujours un petit peu comme ça. Donc le futur du basket français, maintenant, ce qu'il faut voir absolument, c'est comment améliorer la gestion du basket français. Alors, pour commencer, donc je pense donc que ce soit dans les émissions de notre radio ou dans beaucoup d'internautes. Alors on a entendu beaucoup de débats sur l'absence plutôt
d'Evan Fournier ou de beaucoup de joueurs NBA. Alors effectivement, quand on voit l'équipe et le match qu'ils ont fait, on peut dire que beaucoup de joueurs, on peut se demander si Fournier ou d'autres ou Miami auraient pu apporter, mais je crois que je dirais qu'il y a beaucoup que plutôt que penser à des individualités, il faut absolument améliorer ce basket français. Alors je vais mettre quelques points, on va aller assez vite. Je dirais que pour moi, il faut vraiment qu'ils regardent les exemples de réussite des rares sports français qui marchent. Alors, j'ai noté, là, on a l'exception hand. Ce soir, ils ont encore sont qualifiés en finale. Et il y a aussi la boxe, où cette année, même si c'est en amateur, là, au JO, ils font des bons résultats. Mais le point commun qu'on peut voir pour la boxe, le hand, j'ai vu aussi la voile, l'équitation, c'est que dans ces sports, dans les fédérations, pour passer à des niveaux au-dessus, ils ont beaucoup pris soit des coachs, notamment de l'Europe de l'Est, soit des coachs américains, ou par exemple en boxe, ils ont pris des coachs cubains qui ont intégré la fédération pour vraiment montrer ce qui ne va pas dans notre fédération et passer ces fédérations dans des caps au-dessus. Et nous, notre problème, c'est qu'on a beaucoup de politiciens dans le basket français qui veulent réussir, mais le problème, c'est que voilà, si on n'a pas cette expérience du haut niveau, on peut, moi, si je prends la fédération d'équitation, je vais vouloir amener l'équitation au niveau, mais clairement, j'en serai incapable. Donc, voilà, on a plus des gestionnaires que des vraies personnes compétentes. Et il faut vraiment mettre des personnes qui ont cette culture de la gagne. Et ça, c'est l'exemple le plus important. Ensuite, il faut qu'on nomme des responsables. C'est-à-dire, pour moi, il faut Vincent Collet, je pense qu'il est arrivé pour moi à son terme. Il faut vraiment qu'on prenne un coach qui soit vraiment un cran au-dessus. Alors, il nous faut un coach et un grand responsable. Et l'exemple frappant, c'est que Team USA, quand ils sont revenus après leur échec de 2004, la dernière fois qu'ils ont perdu aux Jeux Olympiques, ils ont pris donc Jerry Colangelo, qui est vraiment une référence aux États-Unis en termes de management d'équipe. Et ils ont aussi pris Coach K, qui est vraiment une légende du coaching là-bas. Voilà, ils ont pris vraiment des références locales pour que les stars de Team USA arrivent et aient vraiment un respect, une espèce de crainte pour ces coachs-là. Et nous, le problème, c'est je pense qu'on a eu des joueurs français qui, au bout d'un moment, peut-être inconsciemment, que ce soit même Tony Parker, se sont sentis finalement peut-être plus importants que le coach. Et on a plus eu l'impression que le coach était plus un accompagnateur qu'autre chose. Et on l'a vu, la prépa tout le mois de juillet, pour moi, elle était vraiment bâclée parce que on a bâclé tous nos matchs. On a eu beaucoup de joueurs qui faisaient beaucoup d'allers-retours et finalement, on maîtrisait pas du tout ce qu'on faisait. Et ça, c'est assez inquiétant en tout cas. Et en tout cas, si on n'amène pas de l'expérience de l'étranger, quelle que soit la génération, je pense qu'on restera encore une équipe qui fera des coups, mais qui sera pas régulière. Donc voilà, l'exigence du haut niveau en amenant des coachs étrangers, c'est vraiment très très important. Et ensuite, le dossier pour moi qui a posé problème, c'est que je pense que la relation entre la NBA et les joueurs français, ça a toujours été un problème pour moi depuis le premier joueur NBA français, le premier joueur français qui est la NBA qui s'appelait Tariq Abdoua dans 97. Olivier Saint-Jean. Exact. De son nom. Français, ouais. Et depuis 97, je trouve que la fédération a toujours beaucoup de mal entre la gestion des joueurs français qui sont en NBA et les joueurs français qui sont en Europe. Et je pense qu'il faut quelque part qu'ils empêchent un joueur NBA de devenir plus important que l'équipe de France. Et clairement, peut-être qu'il faut qu'ils mettent des règles très très fortes. Et c'est pour ça qu'il nous faut un manager très fort. Si un joueur NBA veut venir en équipe de France, voilà, faut qu'il se soumette à certaines règles. Faut qu'il accepte. Pas forcément être titulaire, mais il faut qu'il accepte des règles que, voilà, s'il vient, le collectif est plus important. Et depuis, finalement, on a rarement réussi ça. Et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de déçus. Et le dernier point, je dirais, pour améliorer ce basket français, c'est qu'il faut vraiment que ce basket se réconcilie avec ce que j'appelle leurs anciens grands joueurs. Ce que j'ai remarqué dans ce basket français, c'est tous les anciens grands joueurs ont beaucoup été mis de côté. Là, finalement, qui on a dans le basket français? On a la génération Parker, finalement, qui dirigeait tout. Et on a des responsables comme Patrick Bisley, Jean-Pierre Souta. Bon, ils font de leur mieux, mais au bout d'un moment, c'est quand on n'a pas ce qu'il faut pour amener au très haut niveau. Bon, on a l'exception Jacques Monclar, mais bon, lui, c'est plus pour moi une figure médiatique
quelqu'un qui est vraiment impliqué. Voilà, et par exemple, je vais donner un exemple, c'est que la dernière équipe qui a pris la médaille d'argent en l'an 2000, on avait par exemple des Jim Bilba, des Stéphane Rizaché, des Thierry Gadou, des Cyril Julien, des Fred Weiss, et tout ça, ils sont pas présents dans le basket français. On a Tariq Abdelouad, il travaille aux États-Unis, mais dans le basket français, il est pas là. On a Moussonko, il est pas là. Antoine Rigaudot, dans le basket français, là, à part, il a tenté une expérience à Paris, mais il est pas là. On a Richard Dacoury, c'est un consultant sur France Télé, mais Dacoury, voilà, quelqu'un comme lui, on voudrait le voir un peu plus dans les arcanes du basket français. Et avoir tous ces anciens, ça permettrait de calmer, je pense, les joueurs NBA actuels et de faire contrepoids. Parce que si demain c'est Batum qui devient le taulier de l'équipe de France et qui sent qu'il a tous les droits, on aura d'autres problèmes. Et on aura des joueurs qui se sentiront un petit peu exclus et qui ne se sentiront pas intégrés dans ce groupe France, que ce soit Noah ou d'autres. Ah voilà, ça ce sont un petit peu les améliorations. Et maintenant, je dirais pour le futur, quel joueur maintenant prendre sur le terrain? Pour moi, il faut vraiment un manager qui reparte à zéro en disant que en gros tous les joueurs ont leur place, que ce soit, faut rappeler donc les anciens de la NBA, que ce soit Fournier, Maïmi, Ginsa, Séraphin, je pense qu'il faut les recontacter, voir si le projet France les intéresse toujours. Mais il faudrait rappeler même des anciens, des joueurs pas anciens, mais des joueurs comme Edwin Jackson, comme Rodrigue Bobois, comme Moherman, comme Mam Jaïté. Voilà, je pense qu'il faut vraiment prendre vraiment un groupe très très large, voir pour moi qui sont même nos 50 meilleurs joueurs et voir comment on peut réintégrer tout le monde. Et voir ce qui n'a pas marché, parce que ce qu'on a vu, c'est que beaucoup se sont sentis mal à l'aise dans ce groupe français. Et que finalement, j'ai l'impression qu'on est cette génération par cœur qui a avancé, mais qui a avancé un petit peu comme un TGV, mais beaucoup sont un petit peu sortis de ce train à grande vitesse. Et beaucoup, on a l'impression beaucoup sont un petit peu morts dans ce wagon par cœur au cours de ces 16 ans. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Ouais, et après, il y a aussi d'autres choses, c'est que je pense qu'il faut aussi améliorer le niveau de la Pro A et du basket en France. C'est que, alors il y en a beaucoup, ça paraît un petit peu bizarre de dire ça, mais je pense que pour avoir une équipe qui tourne, c'est que moi je pars du principe que la NBA pour les joueurs français, c'est ce qu'il y a de mieux, mais je dis toujours que si un joueur français a une mauvaise expérience en NBA, il faut qu'il puisse rebondir en Europe. Et dans les meilleurs des cas, on a des super exemples comme Nom de Colo, il va rebondir. Là, il est joué en Russie, ça se passe super bien, il est MVP. Mais quand on voit par exemple un Pietrus qui du coup a été à Nancy et qu'après il se retrouve en équipe de France, oui là, clairement à Rio c'était compliqué d'espérer qu'il apporte vraiment quelque chose parce qu'en pro, en gros, il a fait ses matchs, mais il était vraiment dans ce championnat très très faible cette année. Et comme un petit peu Charles Cahudi, qui est pourtant un joueur que j'aime beaucoup, mais je pense que voilà, dans ce championnat de froid, après, quand il est en basket international, il a vraiment du mal à marquer. Parce qu'en France, il marque trop facilement. Et après, quand il est dans le basket FIBA, oui, contre l'Espagne, même prendre un shoot, il a du mal. Donc voilà, il faut que notre basket, au lieu de faire des coupes de France à Disney pour faire le buzz une fois par an au mois de juin, il faut, voilà, c'est bien d'emmener tout le monde à Mickey pour la finale. Là, je sais pas si c'est Coupe de France ou Coupe des As, comme ils appellent. Ou faire des trucs à Bercy et qui font le buzz. Faire à Bercy le 30 décembre, la veille du réveillon. Ouais. C'est bien de faire un show comme ça, mais au lieu de faire des shows, il faut vraiment développer. Et aussi, je pense qu'il faut vraiment mettre le paquet sur la formation des équipes de France jeunes. Et ce que j'ai vu, c'est que... Alors, là, du coup, je parle un petit peu des clubs que je vois un petit peu moins au quotidien, mais qui sont très rares. C'est que, par exemple... Là où près de chez moi, on a par exemple des clubs qui sont par exemple en contact avec des anciens, donc comme Tariq Abdelouad. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient des jeunes joueurs aux États-Unis pour soit passer des saisons. Alors, des jeunes joueurs, c'est qu'en France, en fait, en France, c'est que souvent on a des adolescents très prometteurs qui ont, on va dire, entre 13 et 17 ans. Et il y en a certains qui font des échanges grâce à des anciens comme Tariq Abdelouad pour faire 1 an, 2 ans, soit dans des lycées américains, soit dans des universités américaines. Et je pense que ça, il faudrait favoriser ces échanges à plus haut niveau, mais plutôt que seulement envoyer ces joueurs, pour moi, ce serait pas mal, soit d'appeler aussi ces joueurs américains, de
quitte à faire des tournois comme ça, inter-pays, pour que limite on se prenne peut-être une tôle, mais qu'on apprenne voilà, pour développer, c'est ça, ouais. Et après, c'est ce que j'ai vu ce que j'ai vu aussi de Team USA, là, de l'équipe senior, c'est que eux, Team USA, ils créent souvent ce qu'ils appellent une select team. C'est une équipe B qui est très très forte, mais qui va pousser en fait les 12 qui sont retenus pour les JO. Et par exemple, il y a une anecdote qui était très forte pour la fameuse Dream Team de 92. C'est que la Dream Team de 92, donc le coach légendaire Chuck Daly, pour être sûr de mobiliser cette équipe qui était sûre de gagner l'or, vu l'équipe avec Jordan, Magic et pas photo, et pour être sûr de les pousser, il avait pris une équipe à l'époque avec des jeunes comme Grant Hill, Chris Webber, et ils avaient fait un match comme ça d'exhibition où la Dream Team avait perdu ce match contre une équipe comme ça hyper jeune qui était venue vraiment leur botter les fesses au premier jour de la prépa. Et voilà, ce que j'aime bien avec Team USA, c'est que quel que soit le statut de la star, quand il vient avec Team USA, il comprend que l'équipe est plus importante. Et moi, j'ai eu le sentiment que parfois, voilà, nos basketteurs français, un peu inconsciemment, ils ont vu que voilà, la fédération est très très faible. Le coach, c'est un accompagnateur, un petit peu comme Laurent Blanc la saison dernière au PSG. Et forcément, voilà, inconsciemment, une star du basket NBA français qui est en NBA, si l'organisation est faible, il prend plus de pouvoir. Et forcément, c'est très dur de se remettre en question. Et ça donne un match comme ça, à moins 25, où nos joueurs NBA comme Gobert, Batum, ils passent tous à côté. Et on voit que clairement, c'est compliqué. Et la dernière chose pour conclure, je dirais que le seul exemple qu'on voit qui surnage un petit peu, c'est le basket féminin. Où là, si ça se passe bien, ils vont repartir de Rio avec une médaille. Et finalement, je dirais que l'avantage du basket féminin, c'est comme il est très peu médiatisé, c'est qu'en fait, ils sont pas forcément plus compétents. On a les mêmes responsables de la Fédé, mais je dirais qu'elles arrivent à créer un groupe à peu près plus homogène. Où finalement, là, c'est ce qu'on a vu dans ces jeux, c'est qu'on a une ou deux joueuses qui sont jeunes, là, une ou deux révélations qui sont Epoupa et Johannes qui nous ont porté, mais finalement, cette équipe, elle bricole un peu, et c'est pour ça qu'elles ont un peu ce surnom des braqueux, c'est que finalement, elles sont pas très talentueuses. Je comparais un petit peu à Della Vedova en Australie ou à Cleveland, c'est que sont un petit peu des joueuses comme ça, elles sont pas hyper talentueuses, mais finalement, elles apportent, elles font des matchs, elles passent des compétitions, et elles remportent des médailles. Donc voilà, il y a un petit peu tous ces points. Mais en tout cas, là, on pourrait avoir des nombreux points. Finalement, là, le temps que j'ai parlé, ça a pris beaucoup de temps. Mais en tout cas, voilà, pour conclure... Ça va. Il n'y a pas de souci. Voilà, non mais pour conclure, voilà, j'avais fait un rêve où le basket français pourrait un jour rivaliser avec Team USA pour gagner une médaille d'or, ou pour au moins refaire des podiums olympiques sur un malentendu. Et voilà, mais en tout cas, mais malheureusement, je me suis réveillé, on a pris plus 25, mais voilà, un grand merci à la génération Parker. Et un dernier truc, pour ceux qui n'ont pas vu, il y avait un match qui était très intéressant de la génération Parker, c'est la finale de l'Euro U18 qui est à Zadar, où c'est un petit peu le début de cette génération-là. Et peut-être que je publierai, je pense que ce soit dans le groupe, que ce soit dans le groupe de Hall of Fame ou à Léopold Express. C'est un petit peu le match de l'an 2000 à Zadar qui a un petit peu lancé cette génération. Il y a eu aussi un documentaire très intéressant. Voilà, je pense que c'est pas mal de voir ça pour ceux qui l'ont pas vu. Et on comprend pourquoi ils ont réussi, voilà. Non, mais c'est très intéressant, hein, cette rubrique, ce combat. Moi, je vais appeler ça la rubrique coup de gueule. Hein. Mon père, attends, je voulais, je te passe la parole, mais je voulais juste préciser, hein, il y a certains points sur lesquels on va t'interroger parce que je voulais avoir ton avis, vu que tu as apporté quand même plusieurs éclaircissements. Mais je vais d'abord laisser réagir à mon père avant de poser mes questions. Vas-y, mon père. Non, je voulais seulement demander à Vivien que mais son rêve là, c'était où non? Il chopait seulement avant de rêver que la France a un Team USA. Il avait seulement genre, je voulais seulement de tout. Ah, tu sais, il n'a pas dit battre Team USA, mais il a dit au moins avoir des médailles. J'ai suivi, je demande quand il a fait son rêve là, il avait bien chop, il digérait ou ce qu'il avait saoulé, ça qu'il veut comprendre. Ah, non, ouais, mais donc.
Comment dire, dans la vie, parfois pour atteindre la lune, on vise le soleil. Hein. Après, parfois on vise le soleil, on se brûle les ailes. Hein. C'est ça le risque. On vise le soleil, qu'on a moins conscient, bon, de quoi essayer d'atteindre le soleil. Hein. Ah oui, là, finalement, là, on a oui, d'où sa rubrique, c'est pour ça que ce sont tu as entendu ce qu'il a dit, la majorité des éléments qu'il a apportés, ce sont des éléments... non, c'est justement... oui. Oui, mon pauvre. Oui, c'est le taquiner. Oui, c'est juste le taquiner, j'ai compris, c'est juste un peu... Oui, on taquiner avait... le Vivien. On avait compris. Je voulais poser quelques petites questions à Vivien, notamment par rapport à l'influence... je voulais qu'il développe un peu par rapport à l'influence des joueurs NBA sur la sélection française. Tu précisais, hein, tu me corrigeras si je fais une erreur. Bien sûr, bien sûr. Tu précisais que tu souhaitais que la fédération, que la gouvernance du basket français ait plus de poigne avec la relation qu'elle entretient avec les joueurs qui évoluent en NBA, parce que pour toi, tu estimes que bon, je vais un peu reformuler, imager un peu la chose. Est-ce que tu estimes que la gouvernance du basket français se couche devant les joueurs NBA, des joueurs français qui évoluent totalement, NBA? Oui, c'est pas une gouvernance qui ose prendre des décisions fermes, hein, et malheureusement, on l'a vu. Il y a une chose aussi qui est très inquiétant, je trouve, en France, c'est que au niveau des médias, je trouve qu'il y a très peu d'avis divergents. Tout le monde est un petit peu gentil avec tout le monde va dans le même sens, quoi. Voilà, même direction. Et par exemple, là, on a une radio, donc on a un radio avec RMC qui a le Tony Parker Show, et dans le Tony Parker Show, c'est présenté par Tony Parker, et tout le monde est gentil, tout le monde lui laisse ses chaussures, et le problème, c'est que même là, il va reprendre son émission en septembre, et tout le monde va lui lasser les chaussures. Et en tout cas, moi, je conteste pas sa carrière qui a été vraiment admirable, mais je pense qu'il faut vraiment, plus de diversité dans cette gouvernance, et il faut vraiment qu'on ait les anciens, sinon on va pas s'en sortir. Et, ça va pas. On aura encore un entraîneur qui va encore se coucher, et dans 4 ans, on voit par exemple que le coach Scariolo, c'est vraiment un entraîneur à poigne. Scariolo, on voit qu'il tient ses joueurs espagnols. Ces gars, ouais. Et la Roja et notre équipe de France, on voit vraiment la différence. Mais bon, le problème, c'est que... Ouais, vas-y. Oui, et je voulais juste te poser la question pour que savoir si tu pouvais un peu rentrer en détail sur les reproches que tu as à faire à Vincent Collet. Vincent Collet... je te coupe pas, mais on a parlé de Vincent Collet hier sur le plateau avec Mopao et Simon, le Doc ONP. Le Doc ONP qui précisait notamment que Collet aussi n'avait pas de poigne avec cette équipe, et qu'il avait tendance de sélectionner des joueurs selon un horoscope. Comme s'il sélectionnait les joueurs par chance, parce qu'il sélectionnait toujours les mêmes et pas forcément les bons. Ton avis, détaille un peu ce que tu reproches. Déjà je suis d'accord avec les analyses du coup d'hier sur le manque de poigne de cet entraîneur. Je pense qu'il avait essayé un petit peu au début quand il est arrivé d'être assez ferme. Voilà, notamment ce qu'on a vu, ce qui était très flagrant, surtout l'an dernier pendant l'Eurobasket en France, c'est que quand les cadres ne sont pas en forme, ils n'osent pas les sortir, et ça, c'est très compliqué. Et le problème, c'est qu'il y a des joueurs comme De Colo, Hurtel, je pense qu'il faudrait plus les lancer, sans parler du cas Fournier, mais il y a des joueurs comme ça qu'il faudrait vraiment, vraiment développer, et voilà, Collet n'ose pas le faire, et je vais prendre une dernière comparaison avec le hand pour ce soir, mais ce qu'on a vu ce soir-là, notamment les handballeurs ont fait une grosse demi, c'est que Onesta, lui, il a les handballeurs français sont peut-être les meilleurs au monde, mais Onesta, lui, quand il choisit son équipe, il demande si un handballeur français n'a pas l'esprit de groupe et ne se soumet pas et ne le prend pas. Et ce qui s'est passé là, c'est qu'au hand français, c'est très clair de ce côté-là, ouais. Et c'est pas pour hand français, là, ils sont allés à Rio, il y avait le capitaine des dernières années, il n'a pas été pris, par exemple. C'est un geste très très fort. Et le capitaine,
c'est Jérôme Fernandez, en termes de palmarès et de résumé, il a rien à envier à Tony Parker, il en a fait même beaucoup plus. Hein. Mais voilà, par exemple, il a pas pris parce qu'il voulait renouveler les générations. Et voilà, c'est aussi au niveau des choix et beaucoup de choses. On sent que voilà, il n'ose pas prendre des décisions, que ce soit pendant les préparations. Et par exemple, l'exemple frappant, c'est que là, Tony Parker, il est son deuxième enfant. Et moi, j'ai l'impression que toute la préparation a dépendu du calendrier de Parker et de sa femme. Comment Parker, quand son enfant allait venir, quand monsieur allait s'entraîner, c'était pas le seul. Il y a beaucoup de... Borisio, c'est un peu pareil. Borisio, parfois, il venait, il s'entraînait pas. Il n'y avait pas de réelle indépendance c'est ça. C'est que l'exemple qu'on prend souvent, c'est que si on prend la meilleure équipe de tous les temps, la Dream Team, à l'entraînement, c'était la première équipe à l'entraînement, et c'est ça qui était frappant. C'est que ce qui était frappant avec cette Dream Team, c'est qu'ils étaient les meilleurs, mais au niveau de l'entraînement, ils mettaient une intensité qu'on n'a jamais retrouvé peut-être dans l'histoire du basket français, du basket international. Alors que nous, on était là, on faisait des tournées, on faisait les médias. Parfois, je voyais un petit peu Parker, il faisait des tournées médiatiques sur beIN Sport, et là, j'étais un petit peu inquiet. Tout ce mois de juillet, j'étais vraiment inquiet. Même si, voilà, moi, je croyais vraiment quand même que cette équipe allait pouvoir sortir quelque chose sur un quart de finale comme ça et vraiment créer un exploit, mais finalement, là, c'est pas passé. Ouais, malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais une dernière question, c'est au niveau du futur. Bon, déjà en termes de coaching, on ne sait pas, on ne sait pas déjà si bon, officiellement, Vincent Collet n'a pas encore, n'a pas raccroché il n'a pas encore signé. Mais ça, moi, je trouve ça vraiment honteux qu'après une campagne comme ça, il n'ait pas démissionné. Il n'a pas encore démissionné. Et Vivien dit la même chose à dire, hein. Bah oui, et encore, bon, je vais être gentil avec lui, c'est que, contrairement à Raymond Domenech, il n'a pas demandé sa femme en mariage après un échec. Mais c'est honteux qu'il n'ait pas démissionné après quelque chose. Et là, ce que j'ai vu, c'est que, je sais plus quelle compétition, je l'ai vu, il était assis à côté des membres de la fédé de basket. Et j'ai plus l'impression qu'il était en train de leur cirer les pompes pour être reconduit. Et ça, voilà, je pense que non, mais il a... Son bilan est, je dirais qu'il est correct. C'est voilà, il a été champion d'Europe, mais j'ai envie de dire au bout d'un moment, merci et au revoir. Merci, au revoir. Ouais. Voilà, la question que je vais donc te poser pour le futur, c'est si en termes voilà, si on te pose la question, qui est-ce que tu vois pour reprendre le flambeau au niveau des leaders de cette équipe de France pour le moyen terme? Qu'est-ce que tu vois, vu que Parker en termes de joueurs, j'ai envie de dire que normalement il faudrait que Batum, Gobert et Fournier reprennent l'équipe. Surtout, quand je vois Batum qui a meilleur franchement, est-ce que vu la carrière, on a un peu observé Batum, hein, on a parlé de lui hier sur le parquet de la radio off pendant le basket. Je crois que Mopao et le Doc ONP, on était tous les trois d'accord sur le fait que Batum, il a toujours ce qu'on lui a beaucoup reproché, hein, et je crois que le Doc ONP insistait sur le fait que suite à ces déclarations, tu sais, après les déclarations de Batum, après l'élimination, tout le monde est tombé sur son dos, hein, pour dire vraiment il a été nul, etc. Il n'a pas donné ce qu'il fallait. Bref, je crois que beaucoup de gens ont marqué son manque de leadership. Je crois que c'est quelque chose d'assez marquant dans son attitude, dans son comportement. D'ailleurs, il le dit souvent, la dernière phrase qu'il a dit, il y a une phrase qu'il a dit dans les médias et j'ai été choqué de lire ça. Il a dit un truc du genre, ce n'est pas mon job de finir les matchs. Oui, exact. Alors, moi quand j'ai lu ça, Mopao, tu m'entends, Mopao? Je te suis très bien. Batum m'avait dit, il a dit, ce n'est pas mon job de finir les matchs. Et moi, quand j'ai lu ça, je t'assure que j'ai eu froid dans le dos. Je me dis, attends. Mais Batum, tu t'es pas sérieux quand tu dis un truc comme ça. C'est quand même toi Batman. Moi, on attend de toi que tu fasses, que tu prennes les choses en main. Tu ne manques pas de potentiel, de capacité pour prendre un dernier tir à la dernière minute, de poser un lay-up, de faire ce que tu veux avec le ballon. Ça veut dire quoi? Comment tu peux dire une chose pareille? C'est pas mon job de finir les matchs. Donc, c'est juste pour préciser ça. Est-ce que compter sur Batum en termes de leadership, j'ai beaucoup de mal.
J'ai envie de dire qu'en termes de niveau, j'ai presque envie de dire que malheureusement on n'a pas forcément le choix. Et je regardais un petit peu notre effectif pour l'avenir et je pense pour ces 2-3 prochaines années. Boris Dio a dit qu'il va continuer. Boris Dio a dit qu'il va continuer, donc il va forcément jouer le rôle de leader. Le problème avec Boris Dio, c'est que techniquement il est très complet, mais son état de forme physique, on sait pas dans quel état physique il arrive. Et enfin, c'est surtout au niveau du poids, c'est que je pense qu'il a vraiment intérêt à perdre 10 kilos pour bien finir sa carrière, sinon ça va être compliqué. Je crois que c'est un problème que Boris Dio a dû avoir tout au long de sa carrière. Je me souviens encore quand il était encore du côté de Phoenix, à l'époque où il volait encore dans les cieux avec Amartey Stoudemire, je crois que il avait des clauses dans son contrat qui lui interdisaient de prendre du poids, parce que en NBA c'était déjà quelque chose d'assez marquant. La prise de poids est un réel problème du côté de Boris. Je crois que vu qu'il a en fin de carrière, ça m'étonnerait qu'il fasse un travail là-dessus. Dans ces cas-là, ça va être compliqué. Hein, parce que je me demande si un geste pas fort, ce serait peut-être de lui enlever le capitana et de repartir avec un nouveau cycle. Moi, je ferais vraiment ça, parce que sinon, là, je pense que dans les 2-3 prochaines années, il y en a peut-être quelques jeunes de proie qui vont essayer de taper à la porte, comme Moerman, Jaïté, mais il y a un peu cette génération un peu 94-95, mais eux, s'ils arrivent dans des conditions où l'équipe tourne pas bien, ça va être compliqué. Puis surtout si malheureusement on fait pas ce que j'appelle cette grande révolution avec toutes les idées que j'ai évoquées tout à l'heure. Moi, ce que j'ai peur, c'est que soit on repart avec Collet, soit ils vont prendre Pascal Donadieu, et que ce soit Collet ou Donadieu, je pense pas qu'ils auront les épaules pour régler tous ces problèmes-là. Donadieu, c'est un bon coach, mais c'est à Nanterre. Enfin, Donadieu à Nanterre, il est ferme avec des joueurs comme Mam Diaité, et c'est pas pareil quand tu dois gérer Batum et Dio en équipe de France, donc. Ça, c'est vraiment pas la même chose. Et Donadieu, je pense qu'il va se prendre une sacrée claque s'il vient en bleu. Enfin, ça va être vraiment un gros écart. Donc, moi, c'est pour ça que je suis vraiment pour. Moi, je pense qu'il faut vraiment un coach étranger. Enfin, il y en a vraiment des excellents, que ce soit des Américains ou même des Serbes. Il y en a vraiment qui t'amèneraient quelque chose, mais. Après, voilà, on est vraiment en France, on est très corporate. On n'aime pas trop les étrangers, donc sauf les exceptions que j'ai un petit peu citées tout à l'heure. Mais on va dire que ces exceptions-là, ça se passe bien, parce que on va dire que ce sont des sports mineurs, et du coup, comme c'est pas très médiatique, les Français aiment bien faire ça en douce, en fait. Et le basket, c'est devenu un petit peu médiatique, et forcément, c'est plus dur de le faire. Ça va se savoir de toute façon. Voilà, alors que là, en boxe, on peut prendre un Cubain et il coach l'équipe, et finalement, ça se voit pas à la télé. Ça se voit pas à la télé, ouais. C'est assez dommage. Mais c'était vraiment très très intéressant, hein, cette rubrique coup de gueule de Vivien Boyebanga pour aller au café. On adore les irresponsables. Allez, on va quand même garder l'espoir pour cette équipe de France, hein. Il reste une équipe que nous allons continuer à suivre, hein. De toutes les façons, je voulais préciser en rigolant que si on nomme Donadieu, je crois que je vais faire une émission No Limit Basket. Je vais la dédier à Vivien. Bon, on va dire on fera ce qu'il faut. Ouais. Allez, donc voilà, merci, c'était vraiment très très intéressant cette émission Flash Basket. On est arrivé à la fin de ce talk show. Mopao, tu es là? Ouais, voilà, je suis là. Mopao, tu t'étais déjà exprimé, hier sur No Limit Basket. Tu t'étais exprimé sur ces manquements de cette sélection française, notamment en termes des choix, hein. Tu critiquais déjà les choix de ce coach Vincent Collet, tu critiquais beaucoup les décisions prises par cette gouvernante du basket français. Je crois que tu rejoins en grande partie les recommandations de Vivien.
à chaud comme ça, hein, pour clôturer l'émission, hein, quelles sont les recommandations que tu fais pour l'équipe de France? Qu'est-ce que tu leur dis pour améliorer les choses de ce côté-là? Tu leur dis quoi? Ah, de chasser Vincent Collet, comme on a dit depuis, de reconstruire l'équipe, hein, d'arrêter d'appeler les joueurs TSC, c'est tout. Ouais. Les joueurs TSC. Ouais. Les joueurs TSC, les joueurs de l'Euroscope. Tu le disais, tu disais régulièrement, il faut appeler les meilleurs. Il faut appeler les meilleurs. On appelle un piétus qui ne sert à rien dans une équipe. On appelle des colos, des gars qui sont banques qui ne servent à rien. Mon Pao, sur le parquet de la radio off, il n'a pas de voix, il n'a pas de mots, il est vraiment dépassé par cette équipe de France. Je crois qu'il rejoint le même mot de Vivien. Allez, on va quand même rester sur une note positive, hein, sur cette, Vivien, on va rester sur une note positive par rapport au futur de l'équipe de France. On va dire que avec une meilleure poigne, de la relation France NBA et surtout une meilleure sélection avec un meilleur coach, on va dire que les choses pourront prendre la bonne direction pour cette équipe de France, et notamment on va pas oublier la formation. Vivien, tu en as beaucoup parlé, tu as parlé de la formation au niveau des jeunes. Donc c'est un point très très important. On pense que de toutes les façons, on pense que la gouvernance du basket français prendra les mesures nécessaires pour améliorer les choses. Et on fait aussi un big up au Tony Parker Show. On espère qu'ils vont être un peu plus critiques et qu'ils vont essayer de moins cirer les fonds. Vivien, j'ai adoré ta rubrique ce soir, hein. Je te le dis, hein, j'écoute comme ça. Il fallait envoyer. C'était très intéressant. Allez, on va remercier très chaleureusement tous ceux qui étaient connectés en direct live pour cette 53e édition.